dirai pas. J'ai presque fini. Qu'est-ce que je vous dis d'important? Oui, Brigitte Fanny Cohen, journaliste de France 3, a écrit sur ce qu'elle appelle le parcours du combattant de l'AMP, un enfant, mais pas à tout prix. Voilà, avec des... Peut-être je vous renvoie à ce livre qui résumerait des choses que j'aurais pu vous dire. On peut dire aussi que ces parcours du combattant qui durent plusieurs années, vous voyez le slide, peuvent retarder des démarches d'adoption. Elles peuvent détourner les couples d'une autre fécondité, parce que l'évidence pour la population, c'est presque une injonction, c'est de recourir aux techniques qu'on propose. Les équipes médicales vivent cette pression de désir d'enfant terrible. On m'a par exemple témoigné, j'ai le droit à 4 tentatives remboursées, vous me les devez. Même si ça ne marche pas, il n'y a aucune chance que ça marche, vous me les devez. Donc cette espèce d'injonction. Et les médecins eux-mêmes offrent avec leur technique de quoi doper ce désir. Et puis quand ils sont tout à la joie de donner la vie, ils sont aussi tout à la pression des revendications nouvelles. 2 fois par semaine dans un centre, des personnes célibataires, des femmes en l'occurrence homosexuelles demandent l'AMP, on leur refuse. Cette pression-là, c'est difficile de résister. Et on occulte certains questionnements. Alors mes 2 derniers transparents, qui sont un peu un mode de conclusion. Il y a un début de prise de conscience dans ces domaines. L'anonymat qui commence à être en question parce que les premiers adultes nés d'assistance médicale à la procréation, commencent à s'exprimer et commencent à dire leurs souffrances. C'est le cas donc de Arthur que j'évoquais dans son livre Né de spermatozoïdes inconnus, où il exprime la douleur d'autres enfants, d'autres jeunes, réunis dans une association qui s'appelle Procréation médicalement anonyme, qui sera bientôt auditionnée à l'Assemblée nationale. Deuxième prise de conscience, c'est le paradoxe entre handicap et eugénisme. La société commence à avoir un sentiment de culpabilité sur l'eugénisme qui se développe, notamment avec le DPI. J'étais avec Jacques Testard qui disait, mais si ça continue, on va vouloir, c'est le meilleur des mondes, parce qu'on va augmenter les critères de sélection, grande inquiétude. Et en même temps, l'assistance médicale à la procréation est à l'origine de nombreux handicaps. Il y a eu une bombe par une étude scandinave en 2004, avec la découverte que pour certains types de handicaps, on passait de 2% à 6%, et donc grande inquiétude. Mon voisin me presse, il a raison. L'impact du mode de conception n'a pas vraiment été étudié encore en profondeur, et je vous renvoie aux travaux du psychiatre Benoît Bayle, qui a commencé à réfléchir sur l'impact d'un mode de conception ou d'une congélation sur la psychologie ensuite des enfants. Même si on voit beaucoup d'études qui se veulent rassurantes, il n'est pas certain que ça le soit autant que ça. Et puis en France, on est sous la pression du tourisme et de l'acharnement procréatif, c'est-à-dire ces femmes qui vont avec le Thalys se faire inséminer en Belgique sans vie de couple, ou qui vont aux États-Unis pour obtenir des enfants qu'ils ramèneront ensuite par le système des mères porteuses. Donc ça met sous pression la société. Il y a aussi des femmes très âgées qui sont revenues, qui sont tombées dans le coma après avoir se fait implanter, alors qu'elles étaient ménopausées, des triplés, etc., etc. Des grosses dérives qui interrogent la société. Mon dernier transparent, juste pour vous dire qu'au fond, l'embryon est zappé, en toute bonne conscience, par ceux qui font de la procréation médicalement assistée avec création d'embryons. Globalement, ils sont totalement indifférents et sincèrement indifférents à l'embryon. Pour eux, ce sont 8 cellules. Ils considèrent d'ailleurs, c'est ce que dit Axel Kahn, que dans la procréation naturelle, il y a beaucoup de pertes naturelles, et ils font un amalgame entre ces pertes naturelles et puis ces embryons qu'ils utilisent. Et comme ils sont dans ce système, ils ne comprennent pas du tout qu'on puisse réfléchir sur l'embryon, son devenir. La seule chose peut-être qu'ils comprennent, et les questions qui se posent, c'est le devenir de l'enfant ou le devenir du couple, et c'est par ce biais des conséquences psychologiques, peut-être qu'un jour, des parents se diront victimes, des enfants s'interrogeront sur le devenir de leurs frères ou sœurs, et déjà des parents disent, quand ils voyagent par exemple au Canada, on a eu un témoignage, mais qu'est-ce que vont devenir mes embryons en France? Donc ces angoisses-là sont très naturelles et surgissent chez les parents. Mais chez les médecins eux-mêmes, y compris ceux, et je crois qu'ils sont très nombreux, qui sont en toute bonne conscience, très dévoués, eh bien, ils ne voient pas l'intérêt de discuter de ce qu'est cet embryon. Mais de quoi parlons-nous ensemble? Pour eux, c'est vraiment la dissection de mouches, si j'ose dire. Je vous remercie et je vous demande pardon, si c'est possible. Merci beaucoup, Tugdual. Nous pourrons revenir donc dans la question du débat, la partie débat sur certains éléments que vous auriez souhaité développer, pendant que je vous demande de changer de place l'un l'autre pour permettre au docteur Bléau d'être plus proche de l'ordinateur. J'ai le plaisir d'introduire maintenant le docteur Henri Bléau. Docteur, votre
cursus scientifique est impressionnant. Je ne m'aventurerai pas à citer tous vos articles et autres contributions scientifiques. Je mentionnerai tout de même que vous êtes l'inventeur d'un médicament contre la cryptosporidiose, qui, comme chacun sait, est une maladie intestinale grave chez plusieurs animaux, transmissible à l'homme. Merci à Wikipédia pour m'avoir éclairé sur la question. Vous êtes actuellement directeur de la recherche à la Fondation et à l'Institut Jérôme Lejeune, où vous coordonnez notamment, je me permets de me concentrer sur certains éléments, je ne peux pas tout dire, où vous coordonnez notamment un programme de recherche innovant dans la trisomie 21, cible 21. Nous vous écoutons sur le développement embryonnaire humain. Merci, docteur. Merci beaucoup de cette introduction extrêmement flatteuse, et merci mon père d'avoir organisé cette journée. Donc moi je vais être encore très basique, puisque le développement embryonnaire humain, on va revenir sur des notions que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui sont très fondamentales. Et d'abord, pour introduire l'embryon c'est quand même quelque chose de vivant, il faut dire 2 mots de la vie. Et alors, il y a quelque chose qui est très amusant, on ne va pas aller loin dans la Bible, on va juste prendre le chapitre 1er de la Genèse, comme ça on ne va pas se perdre. J'ai un problème avec... bon, c'est pas grave. Vous le connaissez tous, et dans ce chapitre 1, 3 fois est utilisé le mot « créer » seulement. Une fois pour créer le ciel et la terre, on peut dire en langage moderne le Big Bang, une fois pour créer la vie, et une fois pour créer l'homme. Tout le reste du temps, c'est seulement Dieu dit. Et l'écrivain sacré a vraiment touché du doigt les grands mystères, et donc là, évidemment, celui qui nous intéresse, c'est le second, la création de la vie, et le troisième, la création de l'homme, pour lequel le mot « créer » est utilisé 3 fois. Alors la vie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque la science ne sait pas créer la vie. On peut mettre dans une éprouvette des membranes cellulaires, des mitochondries, des noyaux, tout ce que l'on veut, faire passer des arcs électriques et n'importe quoi. On n'arrive pas à créer une cellule vivante. Donc personne ne comprend comment la vie est apparue. C'est quelque chose qui est aussi particulier parce que la vie n'a pas de début. Ma vie a un début, ma vie à moi, en tant qu'Henri Bléau, mais par contre, la vie m'a été transmise par 2 cellules qui étaient elles-mêmes vivantes. Le phénomène vital remonte à 3 milliards d'années à peu près sur Terre. Et une personne, un individu, a un début, et ce début, c'est évidemment l'union de 2 gamètes au moment de la fécondation, et ces gamètes sont porteuses chacune d'un message du père et de la mère qui font le message de la vie. Alors si on prend le message de la vie, si on prend un petit morceau de peau, eh bien on a des cellules, dans ces cellules on a un noyau, dans ce noyau on a des chromosomes, et sur ces chromosomes, qui sont constitués d'ADN, on a des petits segments qu'on appelle des gènes qui vont coder pour des protéines, un certain nombre de choses. Donc voilà, et donc l'ADN, c'est la double hélice bien connue de Watson et Crick. Alors les chromosomes, ils sont dans le noyau, ils sont le support de l'hérédité, et on a depuis pas très longtemps, à peine plus de 50 ans, on sait que nous avons 46 chromosomes chez l'homme. Avant, on pensait que nous en avions 48 comme les grands singes. Et donc ce filament d'ADN est formé d'un escalier, d'une sorte d'escalier en colimaçon. Et pour vous montrer que c'est assez vrai l'image, à gauche vous avez un ADN schématisé que l'on trouve sur Internet, et à droite vous avez l'escalier en colimaçon du catalogue Lapeyre, et vous voyez que ça se ressemble pas mal. Alors cet escalier en colimaçon, il est particulier parce qu'il est formé de marches, de ce qu'on appelle des bases, et il y en a donc 3 milliards 200 millions qui sont le long de l'ADN. Nous avons 35 000 gènes environ, on ne sait pas exactement, qui codent pour un ou des protéines, et en fait, de plus en plus, on se rend compte que la mécanique est extrêmement complexe, c'est que le même gène code pour plusieurs, que certains sans doute jusqu'à une dizaine de protéines différentes, selon le type de cellule dans lequel il se trouve. Ce filament d'ADN, il y a des choses extraordinaires à découvrir sur la vie. Ce filament d'ADN, dans chacune de nos cellules, en grandeur réelle, il fait 1 mètre. 1 mètre déployé. Et donc, si on réfléchit, nous avons 70 000 milliards de cellules. Donc, vous voyez que nous avons dans notre organisme 70 000 milliards d'ADN. Je vous laisse calculer la distance que cela peut faire. Milliards de mètres d'ADN, donc. Et